Bonjour à tous, moi c'est Béatrice Ouellette et j'ai terminé ma maîtrise cette année. Puis j'ai été l'an dernier aussi ergothérapeute au programme d'efficience du langage à l'IRDPQ. Maintenant, je poursuis au doctorat en sciences de la réadaptation, puis je m'intéresse à l'entraînement aux habiletés en fauteuil roulant chez les enfants. Mais ma présentation, elle va porter plus spécifiquement sur les résultats de mon projet de maîtrise. C'est ce que je vais vous parler dans les prochaines minutes. Donc, vraiment, je suis vraiment contente de vous parler de la communication accessible, efficace et centrée sur les besoins des familles. Donc, au début, je vais vous parler de mon projet de recherche. Ensuite, je vais vous présenter des stratégies que vous pouvez appliquer en pratique pour que l'information que vous transmettiez aux parents soit accessible, soit efficace, puis soit centrée sur les besoins des familles. Ensuite, je vais vous présenter l'outil que j'ai développé à la maîtrise, qui, je crois, est un bon exemple de communication. Puis, finalement, ensuite, là, on va avoir un temps pour discuter ensemble, voir comment est-ce que vous pouvez intégrer les stratégies que je vous ai présentées dans votre pratique pour que d'autres personnes proposent des nouvelles stratégies ou tout simplement pour répondre à vos questions. Fait que je vais vraiment prendre les questions spécifiquement à la fin pour des soucis de temps. Donc, ben, mon projet de recherche, il consistait à co-développer un outil pour soutenir les parents dans le développement de leur enfant de moins de 5 ans. Mon outil s'adressait à tous les parents, mais il a été conçu pour être adapté aux besoins particuliers des familles en situation de vulnérabilité socio-économique. Quand on parle des familles en situation de vulnérabilité socio-économique, c'est des familles qui ont un plus faible revenu puis qui sont plus à risque d'avoir un faible niveau d'éducation, un réseau de soutien social qui est pauvre, sont plus susceptibles d'être de jeune âge, issus de l'immigration, et d'avoir des problèmes de santé ou même de présenter des incapacités. Ces caractéristiques-là font en sorte qu'ils sont plus susceptibles d'avoir des difficultés au niveau de la lecture, puis de la compréhension des informations relatives à la santé, que ce soit concernant le fonctionnement du système de la santé, mais voire même les recommandations que les professionnels de la santé, on leur donne. Donc, c'est pour ça que je me suis intégrée à la communication, intéressée à la communication. Et dans le fond, comme pour co-développer l'outil, ce que j'ai fait avec mon groupe de travail, c'est qu'on a déterminé pas seulement le contenu de l'outil éducatif, mais aussi sa forme. Est-ce que ça allait être une vidéo? Est-ce que ça allait être un guide? Puis on a aussi demandé, on a aussi travaillé à déterminer ça allait être quoi les meilleures façons de transmettre l'information pour qu'elle soit compréhensible pour les parents en situation de vulnérabilité socio-économique, puis qu'ils puissent les utiliser. Notre équipe de travail, malheureusement, on n'a pas réussi à recruter de parents en situation de vulnérabilité socio-économique. On avait 3 mamans qui, de par leur emploi, on se disait qu'ils étaient plus dans la classe moyenne. Mais on a compensé cette limite-là en recrutant des professionnels de la santé, des intervenants communautaires, des gestionnaires qui ont une grande expérience de travail avec les familles en situation de vulnérabilité socio-économique. On peut donc penser à les gens qui travaillent plus avec la clientèle des centres de pédiatrie sociale, par exemple. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tout ce qui est les priorités qui concernent la transmission de l'information, ben, les éléments que les professionnels de la santé, les intervenants communautaires ont nommés qui étaient essentiels à la compréhension et à l'utilisation des informations par les parents qui avaient plus de difficultés au niveau de la lecture, c'était les mêmes caractéristiques que les parents de la classe moyenne nommaient comme des éléments essentiels qu'un bon outil d'éducation devait posséder. Puis ça, c'est quelque chose qui est reconnu dans la littérature, qui est le fait que les stratégies adaptées de transmission de l'information, ben, elles sont favorables pour tous. Fait que quand on fait des adaptations pour simplifier la communication avec les familles qui ont plus de difficultés, bien, ça va faciliter la compréhension puis l'utilisation des informations pour la population plus en général. Fait que ça peut faire en sorte qu'ils sont capables de repérer rapidement les informations, de dégager les messages clés facilement. D'où l'importance de s'intéresser encore plus à la communication.
La communication, c'est une responsabilité des ergothérapeutes. Selon le référentiel des compétences de l'ordre, la communication, c'est une habileté clé qu'on doit posséder pour être capable d'entrer en relation d'aide, d'encadrer nos familles, pour leur donner des informations, mais aussi pour travailler en équipe. Puis, le référentiel même spécifie qu'on doit adapter notre communication pour qu'elle soit accessible à nos clients. Puis ça implique de modifier ses stratégies de communication quand on est avec des personnes qui ont plus de difficultés. Le rôle de communicateur, c'est aussi un des 7 rôles clés qui est mentionné dans le profil de la pratique des ergothérapeutes au Canada. C'est ce rôle-là qui nous permet d'établir une bonne relation thérapeutique avec nos clients. Donc, comme ergothérapeute, on se doit de faire le plus possible de mettre en œuvre des stratégies pour rendre la communication accessible, efficace et centrée sur les besoins des familles. Pour ce qui est de la communication accessible, la communication accessible, c'est quand le parent a une compréhension adéquate des informations orales et écrites qui lui sont transmises. Pour quand on parle de communication accessible, on voit beaucoup un lien étroit avec la littératie en santé. La littératie en santé, c'est un concept qui réfère aux connaissances, aux compétences puis aux motivations qu'ont les parents puis qui leur permettent de trouver, de comprendre et d'évaluer de l'information de santé pour prendre des décisions éclairées puis agir de manière à maintenir ou à améliorer la santé développementale de leur enfant. Quand il est question de connaissances, ça peut être des connaissances concernant la condition de leur enfant, mais ça peut aussi être des connaissances par rapport au rôle des différents professionnels de la santé, par rapport au fonctionnement du système. Dans les compétences, il y a entre autres les habiletés de lecture, d'écriture, les habiletés cognitives qui permettent la compréhension des informations. Puis au niveau de la motivation, mais comme exemple que je pourrais vous donner, il y a les expériences de soins. Donc, un parent qui a eu des expériences négatives de soins peut avoir plus de crainte, de réticence à suivre les informations que va lui donner un professionnel de la santé. La littératie en santé, c'est grandement influencé par la situation de communication. Fait que même un parent qui a un bon niveau d'éducation, à certains moments, il peut avoir plus de difficultés à comprendre les informations que va lui transmettre un professionnel de la santé. Par exemple, quand il reçoit le diagnostic de son enfant, il peut avoir beaucoup d'anxiété, d'émotions fortes, peut-être en état de choc. Fait que ça peut faire en sorte qu'il est moins réceptif aux informations qu'on va lui donner, qu'il va moins bien les intégrer et à la fin, avoir moins compris les messages importants qu'on va faire. Puis, il y a aussi un autre élément, c'est les habiletés du professionnel de la santé à transmettre clairement les informations aux parents. Quand on parle de littératie en santé, on possède de classer les habiletés en niveaux. Le classement se fait beaucoup à partir des habiletés de lecture. Donc, il y a les gens qui sont dans les très faibles à faible niveau, qui sont capables de lire des textes courts, simples, explicites, qui ont la difficulté à repérer les informations dans ces textes-là, puis qui peuvent avoir de la difficulté à comprendre si ça porte sur des sujets qu'ils connaissent moins bien. Il y a le niveau 3. Le niveau 3, c'est le niveau qu'on juge qui est convenant pour permettre à une personne de composer avec les exigences de la vie quotidienne puis du travail. Ça correspond environ à un secondaire, un niveau de diplôme d'études secondaires. Cette personne-là va être capable de lire des textes longs, de faire des interprétations, de tirer des conclusions qui sont simples, mais qui vont être adéquates. Puis ensuite, il y a le plus haut niveau. Puis un élément qui est assez étonnant, c'est que le 2/3 des Québécoises et des Québécois ont un niveau insuffisant de littératie en santé pour être capable de bien gérer leur santé. Comment est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un qui a un faible niveau de littératie? C'est pas quelque chose qu'on voit dans le visage des gens. En fait, c'est quelque chose qui est quand même très difficile à remarquer. Souvent, ça prend du temps et c'est après plusieurs interventions avec une famille qu'on peut commencer à s'en douter. Puis, c'est pas quelque chose que les parents vont nécessairement exprimer à voix haute. Mais les indices qui nous permettent d'avoir une idée qu'un parent a un faible niveau de littératie, c'est un parent que quand on lui transmet des formulaires ou des questionnaires
formulaires, par exemple, ben, il ne va pas les avoir remplis ou ils vont être incomplets. C'est un parent qui va toujours être en accord avec les informations qu'on lui dit, qui va éviter de poser des questions, qui va aussi nous remettre tout le pouvoir de décision par rapport à l'intervention puis son enfant. Et il va nous dire qu'on est des professionnels de la santé, qu'on est les meilleures personnes pour prendre les décisions qui vont plus aider son enfant. Puis c'est un parent qu'on peut penser qu'il ne veut pas adhérer ni s'engager à l'intervention. Mais comment est-ce que tu veux suivre des recommandations quand tu ne les comprends pas? Puis tu peux manquer des rendez-vous parce que tu n'as pas compris comment le bloc de suivi fonctionnait. Fait que c'est là où, avant de penser que le parent il veut pas, ben, on peut peut-être avoir la puce à l'oreille qui dit peut-être qu'il ne comprend pas. Donc, des stratégies pour faciliter la compréhension des informations qu'on transmet oralement aux parents. Donc, je les ai vraiment séparées en comment la communication se déroule. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avant de commencer à parler avec le parent, pendant qu'on parle avec le parent, puis après qu'on parle avec le parent. Donc, avant de commencer à discuter avec le parent, bon, on peut voir son état, comment est-ce qu'il va aujourd'hui, puis est-ce qu'il est disponible pour nous parler. Et s'il y a eu un matin très chargé, qui est fatigué, ben, ça peut peut-être demander de notre part un petit peu plus d'adaptation. Voir aussi si le parent, il y a des éléments super importants qu'il ne veut pas oublier, puis qu'il veut absolument nous parler, parce que ça peut faire en sorte qu'il est plus concentré pendant la discussion. Un autre élément que les gens de mon groupe de discussion ont mentionné, c'est de connaître les objectifs d'une rencontre à l'avance. On a une entrevue à faire avec le parent, peut-être lui envoyer les questions à l'avance. Comme ça permet aux parents de trouver des réponses, de planifier des questions qu'il veut poser aux professionnels de la santé. Puis ça fait que pendant la rencontre, il est plus à l'aise, il sait de quoi on va parler. Aussi, de questionner les attentes du parent pour s'assurer d'y répondre. Puis ça peut faire en sorte que le parent se pose moins de questions à la fin, puis qu'il y a moins de choses qui n'ont pas été répondues. Pendant la communication, c'est de considérer le parent comme son égal. Le parent, c'est un collaborateur essentiel. C'est la personne qui connaît le mieux son enfant. Fait que il faut qu'on arrive à établir une relation où il ne sent pas nécessairement la hiérarchie avec nous, parce que s'il voit moins la hiérarchie, il va être plus à l'aise de nous donner son opinion, de poser des questions sans avoir peur du jugement. Il y a aussi l'ordre des informations qui est un élément important. Et je ne sais pas vous, mais moi, au début d'une rencontre, je suis beaucoup plus attentive qu'à la fin. Donc, pour un parent, ça peut être aidant de présenter les éléments plus importants au début, puis de terminer par ceux qui le sont moins. D'utiliser des mots simples et courants. Comme professionnel de la santé, on peut avoir l'impression que notre langage, ça témoigne de notre niveau d'expertise, mais le parent, il faut utiliser des mots qu'ils connaissent, qu'ils utilisent dans la vie de tous les jours. Il y a aussi de porter attention à ce que nos mots ne soient pas empreints de jugement. Puis là, moi, dans mon projet, j'ai quand même eu j'ai fait des constats qui m'ont quand même un peu chamboulée en travaillant entre autres avec une intervenante en littératie qui me disait là, que, mettons, qu'on utilise le thème développement normal de l'enfant, bien, ça peut mettre le parent dans une situation où il se sent confronté puis pas à l'aise parce que le mot normal, bien, ça communique une pression normale. Ça peut faire en sorte qu'on sent que son enfant est anormal, qu'on ne l'a pas élevé comme il fallait, comme on s'était entendu. Fait que d'utiliser des mots comme, par exemple, de dire plutôt habituellement, on s'attend à ce qu'un enfant de 2 ans soit capable de se déshabiller seul. Mais ça, c'est quelque chose qui va être mieux perçu par les parents. Aussi, un autre élément dans la communication, c'est de donner des exemples concrets et observables. Par exemple, quand on parle des habiletés de motricité fine, de motricité globale, de rattacher ça à un comportement que le parent y voit, lui, à tous les jours, dans le quotidien. Fait que vraiment, là, de rester centré sur l'occupation qui est notre spécialité, puis de nommer les éléments qui montrent que l'enfant est capable, oui ou non, de faire une activité. Puis d'utiliser un support visuel, ça peut être dans le support visuel, ça l'organise les informations, ça permet de mettre à un même endroit tous les éléments les plus importants, puis ça fait aussi en sorte que le parent, il sait où qu'on est rendu dans la rencontre, il peut voir où qu'on est rendu, puis ce qui reste à aborder.
Après la rencontre, on peut répéter les messages clés, donc les éléments qu'on veut absolument que le parent retienne. Aussi d'avoir une plage horaire de questions qui est définie, ça peut être rassurant pour le parent. Donner la possibilité aux parents de communiquer avec nous après leur rencontre par courriel ou par téléphone, parce que c'est souvent après que le parent ait pris du recul que les questions émergent. Puis finalement, de valider avec le parent, mais de valider de façon discrète pour pas nécessairement qu'ils se sentent évalués. De dire aux parents, par exemple, mais c'est quoi le message qui vous a plus frappé dans la rencontre? Y a-t-il quelque chose que ça vous a marqué ou de demander aux parents, ben, à partir de ce qu'on a discuté aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez la suite? Puis si on remarque que le parent est vraiment pas où est-ce que nous, on voulait s'en aller, ben là, ça nous permet de reclarifier puis de réexpliquer. Les stratégies pour faciliter maintenant la compréhension des informations écrites, donc on peut penser dans nos rapports, par exemple, qu'est-ce qui n'a pas été mentionné précédemment? Ben, c'est de faire des phrases courtes, idéalement moins de 15 mots, d'utiliser une structure simple, sujet, verbe, complément, idéalement un verbe conjugué par phrase. Des phrases actives aussi, donc la personne est en action dedans, fait que par exemple, plutôt que de dire le formulaire pour le transport qui est en bas à la garderie doit être signé, ben, de dire vous devez signer le formulaire pour le transport, il est en bas à la garderie. C'est de le faire en 2 phrases, puis voir que le parent, c'est lui qui fait l'action. D'éviter aussi les synonymes, d'utiliser toujours les mêmes mots pour désigner une même idée, puis d'éviter les métaphores. Par exemple, c'est le matériel à portée de main, mais plutôt dire le matériel que vous avez à la maison. Aussi, le visuel, ben, les images, les icônes puis les pictogrammes qu'on utilise avec les enfants, ça l'aide nos parents aussi à comprendre. On peut aussi, dans nos rapports, quand on les écrit, ben, l'alignement du texte, un texte qui est aligné à gauche plutôt qu'en justifié, la taille de la police, le minimum, c'est 12 points. L'idéal, c'est 14. Souvent, 14, c'est assez gros, puis ça peut allonger nos rapports qui semblent déjà interminables. Fait que des fois, 13 points, ça peut être un bon compromis. Puis de faire attention aussi au choix des polices, donc de prendre les polices qui sont plus connues, standard, Arial, Times New Roman. Pour ce qui est des documents plus longs, les polices avec empattement comme Times New Roman, ils facilitent la compréhension des informations. Béatrice? Oui? Par rapport à la justification du texte, c'est mieux aligné à gauche que justifié. Est-ce que tu as une explication pour ça? Ben oui, c'est parce que dans le fond, quand c'est aligné à gauche, vu que la ligne n'est pas tout le temps égale partout pour l'œil, c'est plus facile de voir quand est-ce que ça se finit, puis de l'autre bord, où est-ce que ça recommence. OK. Comme quand tout est droit, mais savoir c'est quelle la ligne en dessous, c'est plus difficile. Ah, bon, c'est bon. Merci. Puis, pour ce qui est dans le fond, ben, après avoir donné ces stratégies-là, pour faire un peu une réflexion sur notre pratique, ben, tu sais, quand on fait des longs questionnaires, puis là, ici, je veux vraiment pas taper du doigt à personne. Là, pour vrai, moi aussi, dans ma pratique, c'était un défi, puis j'ai beau avoir fait un projet là-dessus, ça demeure que c'est difficile quand même, puis que ça demande beaucoup d'efforts puis d'adaptation. Mais nos longs questionnaires à remplir, qu'on envoie aux parents avant le premier rendez-vous en ergothérapie, nos rapports d'évaluation qui sont très longs. Et puis aussi, quand on parle aux parents puis qu'on leur dit des phrases comme au test de la coordination motrice, votre fils a obtenu un résultat qui est situé au 2e percentile. Ça, malheureusement, pour les parents, c'est souvent du chinois. Donc, ça met des barrières à leur accès à l'information puis à leur engagement dans l'intervention. Donc, juste des petites idées de choses qu'on peut dire, c'est pas de pas utiliser les mots, c'est de toujours les définir quand on les utilise. Fait que plutôt, par exemple, de dire ben, votre enfant a des difficultés à planifier et à réaliser une séquence de mouvements avec un exemple concret pour lui, par exemple, pour rouler à vélo, jouer à la marelle, attacher les boutons de son manteau. On appelle ça la coordination motrice. Ça peut être aidant pour le parent. Puis aussi, un truc qui était super aidant pour les parents, c'est d'avoir, quand je parlais des supports visuels, ben ça, par exemple, quand on présente les résultats de l'information, les résultats d'évaluation, d'avoir un tableau résumé super visuel
Fait qu'avec, par exemple, où le niveau de fonctionnement de l'enfant est illustré avec un code de couleur, puis que le parent peut repérer facilement les difficultés de son enfant. Souvent, même ces tableaux synthèses-là, ils peuvent les réutiliser pour communiquer avec d'autres membres de l'entourage, comme l'intervenant en milieu de garde. Pour ce qui est de la communication efficace, c'est quand le parent a accès à l'information rapidement au moment où il en a besoin. C'est aussi quand le parent il comprend l'information et qu'il peut l'utiliser pour être capable de se mettre en action. Quand on est dans la communication qui est centrée sur les besoins des familles, là, c'est quand l'information concorde avec le rôle de parent, la réalité des familles, leurs besoins prioritaires, puis leurs croyances et leurs valeurs. Donc, pour la pratique, pour que le parent soit capable de mettre en application nos recommandations, ben, en premier lieu, il faut valoriser leurs compétences parentales. Pour un parent que son enfant présente des difficultés, ils peuvent beaucoup se culpabiliser, penser que c'est parce qu'ils n'ont pas nécessairement fait ce qu'il fallait que leur enfant a, par exemple, un retard. Fait que c'est important de les rassurer, de nommer leurs forces, leurs bons coups, qu'est-ce qu'ils font de bien au quotidien, puis de leur rappeler que même si c'est long avant qu'il y ait un changement chez leur enfant, bien, que chaque petite chose qu'ils font compte. C'est aussi important de reconnaître leur expertise. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est eux les experts de leur enfant. Nous, on est les experts de l'habitation à l'occupation. Donc, les parents, il faut les impliquer dans la détermination des objectifs puis des stratégies. On peut, par exemple, penser pour un enfant de première année qui a des difficultés à l'écriture, que c'est ça la priorité, que c'est ça qu'il faut travailler puis mettre l'énergie dessus. Mais si le parent, pour lui, c'est l'habillage qui est à la maison, c'est un combat, c'est des crises à chaque fois, puis ça lui demande beaucoup d'énergie, ben, en réglant l'habillage, en intervenant sur cet élément-là, après ça, le parent va avoir beaucoup plus de patience à mettre à travailler sur l'écriture. Puis, tu sais, les parents, c'est aussi eux pour déterminer les stratégies, tu sais, qui savent c'est quoi que leur enfant aime comme activité, qui savent c'est quoi les façons qui fonctionnent avec leur enfant pour apprendre. Fait qu'ils peuvent beaucoup nous aider à déterminer si oui ou non une stratégie va fonctionner avec leur enfant. Aussi, pour les parents, c'est important d'avoir quand on donne des recommandations et des stratégies qui soient concrètes puis précises, qui savent quand, où, quoi, puis comment faire. Si on leur dit, par exemple, de pratiquer les lacets, ben, qu'ils savent quand est-ce qu'on pratique. On pratique-tu le matin avant d'aller à l'école quand on est pressé ou on pratique la fin de semaine? Comment qu'on pratique? Est-ce que c'est assis à la table ou c'est assis par terre dans l'entrée directement? Est-ce que je commence par faire le nœud ou je laisse faire le nœud? Fait que c'est toute la gradation de l'activité, que ce soit clair pour eux. Puis à ce niveau-là, pour rendre ça concret puis précis, ben, un bon atout pour nous, c'est les démonstrations, de donner la chance en thérapie aux parents de pratiquer les stratégies puis de faire de la rétroaction pour quand ils soient chez lui, ça se passe mieux. Aussi, un élément important, c'est que nos familles, ben, qui vivent avec des enfants qui ont des difficultés, leur horaire est déjà énormément chargés. Réaliser les activités de la vie de tous les jours, ça leur demande plus de temps. C'est quand on leur donne des activités, des recommandations, des exercices à faire à la maison, c'est quelque chose qu'on ajoute de plus dans cet horaire-là. Fait que c'est où c'est qu'on rentre. Fait que c'est pour ça qu'une bonne solution, ça peut être d'intégrer nos stratégies dans la routine familiale. De s'assurer qu'on puisse les mettre en place quand l'enfant s'habille, quand on prépare les repas, quand on plie le linge, quand l'enfant il joue, il mange. Fait que, de mettre ça dans la vie de la famille, puis de s'assurer aussi que le parent puisse le réaliser avec du matériel qu'il y a chez lui. C'est aussi que un élément qui est très important, qu'on peut penser, ben, c'est peut-être juste à Montréal ou à Québec, on est moins confronté à ça ou en région, mais ça commence à être de plus en plus présent. C'est important d'utiliser une approche qui est culturellement sensible avec nos familles. Il y a quand même 31,9% des enfants québécois qui sont nés de l'immigration. Donc, pour ces familles-là de différentes origines ethniques, ben, leur occupation puis leur mode de vie sont différents des nôtres. La conception du développement de l'enfant, ça peut être différent. Il y a certains pays où les activités d'apprentissage arrivent plus tôt qu'au Québec. Il y en a d'autres où on voit le développement comme un processus normal qui se fait avec le temps. Pour certains enfants, c'est long, pour d'autres, ça va vite. Fait que c'est important de s'adapter à ça.
Puis aussi la conception de c'est quoi un enfant qui a une incapacité, comment est-ce qu'on s'occupe d'un enfant qui a une incapacité, ça peut être vu différemment entre les pays. Fait que c'est pour ça que des fois, quand on pense que le parent, il participe pas nécessairement, ben c'est voir c'est quoi sa perception à lui, c'est quoi sa perspective, puis comment est-ce qu'on peut trouver un point d'entente ensemble pour avancer, puis que l'enfant puisse progresser. Puis finalement, ben, avec nos familles immigrantes, ben, il y a toutes les barrières associées à la langue puis aux connaissances de notre système de la santé. Mais quand on applique les stratégies pour rendre, puis qu'on fait des efforts pour que notre communication soit plus accessible, efficace et centrée sur les besoins des familles, mais ça nous permet d'avoir un meilleur engagement du parent dans le suivi, qui soit beaucoup plus mobilisé pour atteindre les objectifs. Ça permet aussi de faire en sorte que le parent soit plus autonome pour trouver des solutions une fois que le suivi est fini, puis qu'il soit beaucoup plus capable de mettre en place un environnement qui est favorable au développement de son enfant. Puis en bout de ligne, ben, on est gagnant parce que ça favorise l'atteinte du plein potentiel de son enfant. Je voulais juste prendre les dernières minutes pour vous montrer l'outil que j'ai produit pendant ma maîtrise, puis qui, je pense, est un bon exemple pour intégrer ces différentes stratégie-là. Et mon outil, c'est une échelle de croissance avec livret informatif annexé au-dessus. Donc, quand on remet l'outil aux parents, ça ressemble d'être un dépliant. Au début, il y a le livret d'information. Puis, la dernière page du livret d'information se déplie en échelle de croissance qui affiche au mur. Ça fait en sorte que c'est un outil qui est présent dans la maison, qui fait partie de la vie quotidienne, puis que les parents ont facilement accès à l'information qui est à l'intérieur. L'information qui est à l'intérieur est séparée en 4 sections. Donc, c'est les 5 façons qu'ont les enfants d'apprendre. La première, c'est des grandes stratégies qui, dans le fond, les grands principes d'apprentissage des enfants. Les enfants apprennent en jouant, en explorant, en pratiquant, en étant encouragés, puis en interagissant. Ensuite, on montre la progression habituelle de l'enfant dans des activités, dans le domaine plus de l'autonomie. Puis, on présente des activités qui, pour chacune des qui va aider l'enfant, en fait, à acquérir chacune des habiletés par tranche d'âge de 1 an. C'est des activités qui sont directement intégrées dans la routine, donc qui se font pendant l'habillage, pendant le repas et pendant le jeu. Par exemple, si on prend à 3 ou 4 ans, c'est la course aux vêtements, puis c'est pour aider l'enfant à apprendre à comment enfiler ses vêtements dans le bon ordre. Fait que c'est de mettre les vêtements dans l'ordre par terre, puis de faire une course avec l'enfant, puis de lui dire entre toi puis moi, c'est lequel qui finit en premier à s'habiller. Puis les stratégies qu'on a mentionnées, dans le fond, les grands principes d'apprentissage des enfants sont directement intégrés dans les activités. Fait qu'on dit concrètement aux parents comment encourager son enfant. Par exemple, applaudissez-le pour ses efforts. Puis, l'autre section, c'est est-ce que mon enfant se développe bien? Puis ici, c'est les indices qui indiquent le besoin de consulter un professionnel de la santé. Et vraiment les indices qui peuvent indiquer aux parents que l'enfant peut avoir un développement qui est inhabituel. Puis ensuite, à qui les parents peuvent parler de leurs inquiétudes et des ressources qui peuvent soutenir les parents puis les orienter vers le bon professionnel de la santé qui peuvent leur répondre.